Merci d'être venus aussi nombreux pour cette présentation de notre note sur la cybersécurité. C'est un sujet d'une très grande actualité, comme vous le savez. Aux États-Unis, dans son discours annuel sur l'état de l'Union, le 12 février dernier, Barack Obama a annoncé la signature d'un décret visant à renforcer la sécurité des infrastructures critiques contre les cyberattaques. C'est dire que pour lui et pour les États-Unis, c'est vraiment une question qui est au cœur des enjeux de sécurité aujourd'hui. Quelques jours auparavant, la Commission européenne avait publié son premier plan stratégique sur la cybersécurité. Et en France, le prochain livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui sera dévoilé prochainement, accordera certainement une large place à ces questions, comme c'est d'ailleurs le cas depuis 2008. Par ailleurs, les médias se font régulièrement l'écho d'attaques informatiques. Ça a été le cas de grands quotidiens américains comme le New York Times et le Wall Street Journal en janvier 2013. En février, c'est les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui ont été touchés par des attaques. Et de manière générale, c'est un sentiment qu'on a eu au cours de la rédaction de cette note en interrogeant les grandes entreprises, les grandes administrations, que ces types d'attaques sont en train de se multiplier. Alors, il y a trois évolutions marquantes qui expliquent cette augmentation et qui expliquent la raison pour laquelle c'est une préoccupation de plus en plus importante des responsables de la sécurité, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. D'abord parce que aujourd'hui, et ça c'est une évolution récente, on peut avoir des attaques qui concernent y compris des infrastructures physiques. Le vers Stuxnet, qui est maintenant assez célèbre, qui a été découvert en 2010, avait pour but de s'attaquer au programme d'armement nucléaire iranien en sabotant le processus d'enrichissement de l'uranium, donc vraiment un procédé physique et pas seulement des données informatiques. C'est des attaques très complexes qui impliquent probablement des puissances étatiques, mais plus on va avancer vers un monde d'Internet des objets, connectant tout un ensemble d'objets de la vie courante au réseau, que ce soit des lunettes, la voiture, les dispositifs de santé, etc., plus ce type d'attaque sera préoccupant si on songe par exemple à l'idée qu'un pirate puisse prendre le contrôle d'une voiture, d'un pacemaker. On voit bien tout de suite les conséquences catastrophiques que ça pourrait avoir. Deuxième phénomène marquant, un peu plus ancien celui-là, le développement du cyberespionnage, c'est-à-dire les attaques visant à piller le patrimoine informationnel des organisations, qu'il s'agisse de la R&D, des données financières et commerciales. Et là, il y a aussi un exemple un peu emblématique, qui est les attaques contre le ministère de l'économie et des finances en 2010, dans le contexte de la présidence française du G8 et du G20. Et on voit bien les enjeux considérables au plan économique, politique que pouvait avoir une telle attaque. C'est également le cas des attaques contre l'entreprise Areva, évidemment dans un domaine ultra sensible puisqu'il s'agit du nucléaire. Et enfin, la troisième évolution, c'est la cybercriminalité. Alors ça, c'est un domaine un peu plus grand public, mais là aussi qui est bien connu. La technique de l'hameçonnage, du phishing en anglais, est très utilisée pour soutirer des renseignements personnels, numéro de carte de crédit, mot de passe, etc., en faisant croire à des particuliers qui sont face à un tiers de confiance, une banque, une administration. Contre ça, les logiciels antivirus sont généralement assez peu efficaces puisque ça repose sur le fait que les particuliers ne sont pas tous formés à la protection contre ce type d'attaque, à être suffisamment méfiants. Et donc, c'est quelque chose qui également tend à se développer. Je l'ai dit, c'est identifié depuis plusieurs années en France comme un enjeu de sécurité majeur. Ça a été le cas dès le livre blanc de la défense de 2008. Mais aujourd'hui, force est de constater que les protections sont encore insuffisantes pour deux raisons. D'abord parce que la sensibilisation au risque informatique est variable et souvent faible dans les entreprises.
C'est un enjeu qui nécessite une prise en considération comme un enjeu stratégique au plus haut niveau. Or, souvent, dans des entreprises qui sont soumises à des pressions extrêmement fortes sur les coûts, c'est considéré plutôt comme un coût à réduire, parce que, évidemment, c'est pas un centre de profit. Or, les conséquences en termes de perte d'image, en termes de perte d'activité, si vraiment il y a une attaque informatique, peuvent être considérables. D'autre part, les nouveaux usages des technologies de l'information ont comme conséquence ont comme conséquence de créer des vulnérabilités qui n'existaient pas par le passé. C'est le cas en particulier de l'Internet mobile, des smartphones, tablettes, qui évidemment multiplient le type de dispositif avec des failles un risque de faille qui est évidemment d'autant plus grand. Tant qu'on est dans une entreprise où tout le monde a un PC connecté au réseau qui est sur un format standard et arrêté par la DSI, vous avez, il y a quand même des risques, mais c'est beaucoup plus facile à contrôler que si s'il y a plusieurs outils de mobilité qui en plus évoluent très vite. Et ça devient encore plus difficile à contrôler quand on rentre dans une logique de bring your own device, c'est-à-dire la tendance aujourd'hui où les gens finalement peuvent acheter dans le commerce des outils qui sont plus performants que certains outils d'entreprise et préfèrent utiliser leur smartphone, leur tablette, ce qui évidemment devient un peu un cauchemar pour les DSI qui sont obligés d'assurer un niveau de sécurité sur un nombre sans cesse croissant d'outils informatiques, surtout que ces outils peuvent ensuite devenir eux-mêmes des sortes de portes d'entrée vers le réseau de l'entreprise. Autre évolution qui tend également à créer des nouveaux risques, c'est celle du cloud computing, c'est-à-dire le fait d'utiliser une puissance de calcul ou de traitement de données qui se trouve non pas sur des serveurs propriétaires, mais sur un réseau qui peut être assez loin de l'entreprise, qui peut être mutualisé entre plusieurs entreprises. C'est un secteur en plein développement qui devrait représenter un marché de 150 milliards de dollars en 2014. Et là aussi, ça peut créer des nouveaux risques. Et enfin, ça c'est pas nouveau, mais c'est toujours un souci, le problème le plus difficile à gérer, qui est celui des vulnérabilités humaines. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont pas conscients de ces risques et qui n'ont pas les réflexes de précaution élémentaires sur le choix des mots de passe, sur le fait de savoir quel est les types de démarches à entreprendre selon qu'on est sur un réseau sécurisé ou non, etc. Et là aussi, c'est un domaine où certainement il y a beaucoup de progrès à faire. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu une progression importante au cours de la dernière décennie, et en particulier les 5 dernières années, de ces risques et des enjeux liés à la cybersécurité. Ça a conduit à la suite du livre blanc à la création en 2009 de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, dont il est pas mal question dans la note, qui a remplacé une ancienne structure avec une extension de ses compétences et des moyens mis à sa disposition. Cette tendance à l'institutionnalisation au sein des États d'outils conséquents de lutte contre la cybercriminalité et le cyberespionnage, c'est une tendance qu'on observe dans d'autres pays. Les États-Unis ont été les premiers. En 1998. Le Royaume-Uni, par exemple, a également fourni un effort important en 2011 avec un travail de sensibilisation qui est vraiment mené par le Premier ministre auprès des dirigeants des plus grandes entreprises. Au niveau européen, l'agence compétente est l'ENISA, E-N-I-S-A, qui est plutôt une sorte de voiture-balai pour essayer de rattraper les pays qui sont les plus en retard et qui ont pris le moins d'initiatives. C'est un domaine où il reste difficile d'avoir une véritable coordination avec une véritable uniformité des approches, parce que ça renvoie à beaucoup de questions très sensibles, la régulation de l'Internet, le degré d'ouverture et de contrôle, le caractère démocratique ou non du réseau, qui sont des questions complexes sur lesquelles il est difficile d'avoir des positions très tranchées. C'est pour ça que le plus important, ça nous semble aujourd'hui, plutôt d'assurer la sécurité au sein des réseaux, des grandes entreprises et des grandes administrations. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de protection contre les cyberattaques
reste insuffisant. Ça a été rappelé récemment par le rapport du sénateur Bockel en juillet 2012. Et c'est la raison pour laquelle on fait un certain nombre de recommandations dans la note d'analyse que vous avez entre les mains. Premier point, c'est la sécurité des opérateurs d'importance vitale, les OIV, qui sont tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, qui interviennent dans des secteurs qui touchent à la souveraineté nationale, les grands services d'alimentation, les télécommunications, l'énergie, etc., la finance bien sûr, et pour lesquels, afin d'améliorer leur résilience face aux attaques et la continuité de l'action économique, il nous semble qu'il est important qu'ils aient une véritable obligation de se doter de systèmes de détection d'attaques et une obligation également de participer à des tests de cybersécurité mis en œuvre dans le cadre soit national, soit européen. Aujourd'hui, la NSSI a un rôle déjà vis-à-vis des OIV, mais qui relève plus d'un rôle de conseil et pas du tout d'un pouvoir de contrôle, et donc il nous semble qu'il faut progresser un peu. Évidemment, on ne préconise pas que ce soit la NSSI qui se substitue, en particulier aux grandes entreprises, pour définir les enjeux de sécurité informatique, mais qu'il y ait au moins un rôle de labellisation, de contrôle, pour vérifier que ces grands services soient au niveau adéquat de sécurité. Ensuite, il nous semble important de reconnaître la difficulté du travail des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Il nous semble que, c'est évidemment un équilibre difficile. On ne peut pas interdire la diffusion, en particulier des nouveaux outils de mobilité, mais il faut une véritable démarche de gestion des risques, qui ne peut être qu'une démarche qui consiste à hiérarchiser les risques, à identifier les menaces, afin d'avoir une réponse qui soit adaptée à chaque entreprise. C'est difficile à piloter, évidemment, au niveau national, mais au moins un point sur lequel on peut faire un constat, une proposition, qui est la situation des TPE-PME, qui n'ont pas forcément les moyens de développer des outils pour se protéger. Et donc, il nous semble qu'une des priorités pour les prochaines années, c'est que soit la NSSI, soit une association, comme éventuellement le CLUSIF, le Club de la sécurité de l'informatique français, puisse développer des outils un peu clés en main à la disposition des entreprises pour qu'elles puissent se protéger contre ce type d'attaque. La troisième recommandation, elle concerne le secteur industriel de la lutte contre de la cybersécurité. C'est un enjeu qui est un enjeu évidemment de souveraineté. C'est un domaine qui est un domaine de souveraineté et aussi un domaine d'avenir en termes de croissance, indubitablement. Et aujourd'hui, on a des entreprises performantes, mais assez éclatées. Il n'y a pas véritablement un réseau industriel. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui est difficile de piloter nationalement et c'est pas le but. Mais il nous semble que la NSSI pourrait être un peu plus dans un rôle de suivi de la filière industrielle, ce qui peut se faire par des moyens publics qu'on peut avoir, soit d'incitation, soit de soutien, pour soutenir des initiatives privées, mettre en relation des partenaires qui travaillent sur des secteurs voisins, faire émerger des filières, et puis on peut utiliser l'argent public dont on dispose, par exemple dans le cadre des investissements d'avenir, pour favoriser en particulier ce type de partenariat. Et enfin, on s'est penché sur la question de la recherche et des éventuels blocages juridiques là-dessus. On en a trouvé deux. On a un droit qui est en fait conçu pour être le plus protecteur possible, à la fois des logiciels, de la sécurité juridique, etc. Mais dans certains cas, ça peut être... on peut couper le... Ah, si c'est l'église, on peut pas... Parce qu'on a beaucoup de travaux au CAS, et donc quand il y a des travaux sur les façades, au moment de la conférence de presse, on demande de couper. Mais si c'est l'église qui se rénove, c'est au-delà de notre pouvoir, en vertu de la séparation de l'église et de l'État, donc on va les laisser mener leurs travaux. Donc, juste pour conclure sur ce point, les points sur lesquels on pense qu'il y a des blocages juridiques qu'on peut lever, il y en a en particulier deux. Un, c'est qu'aujourd'hui, on interdit la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le fait d'aller voir comment fonctionne un logiciel, le faire marcher à l'envers, en quelque sorte,
pour voir comment il est conçu afin d'identifier des éventuelles failles. C'est interdit pour des motifs de protection de la sécurité juridique, mais du coup, ça peut faire qu'on est moins armé pour détecter d'éventuelles failles de sécurité. De même, aujourd'hui, il est interdit de révéler une faille de sécurité publiquement, parce qu'on se dit que ça menace la sécurité, mais en réalité, on sait que le fait de révéler une faille, ça peut permettre de trouver une solution et de la diffuser la plus largement possible, alors que si on la maintient confidentielle en se disant tant que les gens savent pas, ils se sentent pas menacés, c'est le risque que finalement un pirate puisse l'utiliser de manière assez massive. Et donc il nous semble qu'il y a une réflexion à mener pour faire évoluer le cadre juridique avec une priorité absolue à toutes les failles qui peuvent permettre des cyberattaques. Voilà, c'est un plan d'ensemble qu'il faut conduire. La cybersécurité absolue n'existe certainement pas. C'est vrai en général dans tous les domaines, mais en particulier vrai dans celui-là. Mais il nous semble qu'il y a encore beaucoup à faire pour développer la formation, l'éducation à la sécurité, la conscience de niveau sans cesse croissant des risques, de la place stratégique de la cybersécurité que doit avoir la cybersécurité dans les stratégies des entreprises. Et c'est ce à quoi nous essayons de contribuer à travers cette note. Voilà, j'espère, j'essaie de pas être trop long. Vous avez beaucoup de choses dans la note d'analyse qui vous est proposée et qui est dans votre dossier. Et je vais maintenant répondre à vos questions avec les agents du département développement durable qui ont participé à la rédaction de la note.